Aujourd'hui, on continue à avoir la rage, la fatigue. On est entre une manif et deux tribunes. Je mettrai des liens en dessous. L'anniversaire de papa. Et au milieu, il y a plein de lectures pour poser une question essentielle. C'est quoi vivre une vie féministe? Et on va répondre à partir du livre de Sarah Ahmed. Sarah Ahmed est une féministe britannique qui commence à bien peser dans le game. Je crois qu'elle vit aux États-Unis. Moi, je la... et donc, bon, elle a publié d'autres livres. Moi, je ne l'ai pas trop lu en anglais, alors j'avais lu quand même un chapitre. Il y a déjà eu des chapitres qui ont traîné sur Fabula. Je vais mettre son Twitter, son blog, ce qui avait déjà été publié, mais je crois que ça sort du manuel pour être une rabat-joie féministe. Enfin, voilà. Là, on est dans un moment où Sarah Ahmed arrive en France. Par les livres, les éditions en français, on en a 3 en ce moment. Et moi, ce que j'ai, c'est donc Vivre une vie féministe, publiée par Hors d'Atteinte. Et on va pas le cacher, ça m'a été envoyé en service presse parce que mon attachée de presse est celle aussi qui s'occupe de ce livre. Donc merci beaucoup Françoise. Et ça a été fait à ma demande. Moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Donc avec une petite avance, qui me permet de l'avoir lu maintenant, et de vous en parler avant les principales rencontres parisiennes. Je ne sais pas s'il y en aura ailleurs. Je vous mettrai les infos que j'ai en dessous. En tout cas, on est sur un moment important avec une figure importante du féminisme actuel et du féminisme anglo-saxon. Bien par un travail militant, notamment académique, quotidien de Sarah Ahmed. Et là, j'en prends une mesure un peu plus importante que moi. Là, pour le coup, j'en suis un peu loin. Je lis rarement en anglais. Je sais lire en anglais, mais je le fais rarement parce que j'ai trop de lecture, donc j'avoue que j'ajoute une facilité. Et puis moi, je travaille sur du féminisme francophone, hein, donc il y a plein de choses en anglais qui peuvent m'être utiles, mais voilà, je m'en sors bien. Pour le moment, comme ça, tel quel. Et par moments, je lis en anglais, évidemment, bien sûr, ça n'est pas rare pour moi, mais c'est moins fréquent. Que de lire en français, c'est par exemple, on avait pris une discussion il n'y a pas longtemps, je me disais, mais en fait, moi je lis quasiment jamais en allemand, j'ai un master d'allemand. C'est pas logique. C'est comme ça. Et on fait du mieux qu'on peut. Ça fait partie un peu de tout ça. Sarah Ahmed, elle est notamment connue pour sa figure de la féministe rabat-joie dont il va être question aujourd'hui. C'est un livre, moi, qui globalement m'a beaucoup plu, que j'ai très bien lu alors que je suis toujours fatiguée, et on va pas se mentir, c'est un pavé. Mais en tout cas, c'est un moment très important et que je suis contente d'accompagner avec la chaîne que l'arrivée, donc en personne pour les rencontres, avec les bouquins, etc. de Sarah Ahmed en France. Donc là, on est sur un livre de 556 pages pour inclure les notes, avec encore une bibliographie ensuite. Quand on inclut bibliographie, table des matières, tac, tac, tac. C'est quand même un gros bouquin. On est à 574 pages. Donc on n'est pas sur un petit manuel, quoi. C'est un... Et on a le bandeau donc, qui est imprimé. Tout le monde devrait lire ce livre de Bell Hooks. C'est quand même un peu classieux. On est là évidemment sur une parution 2022 pour la... 2020. La fille, elle vit pas dans le turfu, elle vit dans le passé 2024, mais 2 pour février. Pour l'impression. Et... première impression ici, 2024, édition de la rue d'Orion pour la traduction française. C'est marseillais, j'ai la première impression, donc j'en suis très fière. J'ai pris des notes, traduit de l'anglais par Sophie Chisogne, ça m'a l'air d'être très bien. Et donc on a un système différencié de notes, et ça c'est quand même très intéressant. On a des notes nécessaires en bas de page, signalées par un appel de notes en forme de lettre, et des notes références biblio en fin d'ouvrage avec un note... en appel de notes, un chiffre. L'appel de notes, c'est ce qui est en exposant. L'exposant, c'est en hauteur. On se rappelle les puissances en maths. C'est ça, l'exposant. C'est cette position-là. Et moi, j'ai pris plein de notes, je suis sûre. Alors là, je viens juste de le finir. J'ai pas le temps. Je tourne pour demain, dimanche. Donc pour vous, je suis la veille. Et c'est toujours ça, ce petit pas en arrière ou de côté que j'ai tendance à faire. Pour le moment, je suis sur une espèce d'actualité éditoriale, quand même, en tout cas. Mais je sais que ça sera une lecture importante et je vais y revenir pour bien des points. Et avec en même temps, en fait, quelque chose moi qui m'a vachement interpellée, dont je parlais hier avec mon amie Jeanne, en marge de la manif ou de la marche du 8 mars, la marche de mars, à savoir que je pense que la simplicité d'écriture, alors déjà, est relative.
est relative au fait que je suis académique, chercheuse, postdoc, donc quand même dans une espèce d'habitude de texte exigeant, universitaire. Donc voilà, ça c'est vraiment à remettre à plat en fonction de là, depuis d'où je parle. Et donc voilà, que la simplicité relative d'écriture, moi, m'a amené par moment à croire, je vais tout de suite dire, pour moi ce qui a été un vrai questionnement, à un texte qui serait pas forcément complètement maîtrisé, alors qu'en fait au fur et à mesure de la lecture, ou complexe, ou profond, ou des choses comme ça, alors qu'en réalité, il l'est. Et ça c'est extrêmement important, parce que ça nous ramène à cette idée, ça a aussi été évoqué au lancement du livre, moi aussi je pense, donc je suis d'Élodie Pinel, et on parlera de son livre avec Élodie, mais quand je l'aurai lu, et qu'on aura du temps pour en discuter. En tout cas, c'est un très beau lancement, un livre, une tasse de thé, de la bêtise en fait que l'on va supposer un peu facilement aux femmes, et notamment au style employé par les femmes et la clarté des femmes. C'était un passage extrêmement important et fort de ce que racontait Élodie à la librairie. Élodie Pinel, elle est notamment co-autrice de Pour en finir avec la passion, que j'ai évoqué plusieurs fois sur la chaîne. On devrait aussi à un moment avoir une vidéo avec au moins 2 des co-autrices. Spoiler alert, restez abonnés, ou abonnez-vous. Ça viendra, on verra quand. Après tout, le planning, il est autonome. Et donc là, la question, elle est un peu en fait, ces styles très simples sont vus globalement par Élodie, d'après ce que j'ai retenu du lancement, mais on reparlera de ces questions-là qui sont extrêmement importantes, sont en fait une contrainte imposée un peu aux femmes, notamment par la nécessité de se faire entendre, et par les choix adoptés, etc. Et avec cette... et aussi la nécessité d'une certaine humilité de la prise de parole, de l'éthos, de la façon dont les autrices se mettent en scène dans leurs propres textes, et là notamment le cas d'Élodie, c'était les textes de philosophiques. Et j'ai trouvé cela extrêmement intéressant, avec cette idée de... on le voit par exemple avec Manon Garcia, conversation, etc. Donc ça, c'est encore des formats un peu oraux qui restent là. Alors là, les explications, moi je pense que j'en aurai d'autres aussi, mais voilà, je vais lire le bouquin, on discutera avec Élodie de cette question-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans le sentiment d'évidence que l'on peut avoir en lisant un livre, que l'on peut ramener à un manque de profondeur. Et c'est un leurre. Et ça, il faut vraiment le dire, en particulier en France, qui est vraiment le pays du snobisme. Désolée, et là en fait moi je m'appuie sur mon propre préjugé de lecture et sur ce que ça m'a entraîné de réflexion, d'avoir l'impression de tout comprendre et de croire que donc ça veut dire que c'était facile à penser, que j'aurais pu tout penser. C'est faux. En fait, c'est complètement faux, et au contraire, c'est un véritable cadeau qui est fait, et ça démontre un énorme travail. Et ce ne sont pas des tautologies, mais au contraire, c'est un moyen de partir de là où en sont les lecteurs, les lectrices, pour les amener ailleurs. Et en fait, il ne faut pas se leurrer, même à l'agrégation, ce ne sont pas les leçons, par exemple, les plus obscures qui sont les mieux notées. C'est celles qui vont tout faire, et où tout est à sa place. Et il y a dans Vivre une vie féministe quelque chose de cet ordre-là. Alors, voilà, moi, j'ai quand même cette tendance à vouloir beaucoup de théorie, et finalement, il n'y a pas forcément eu tant de théorie que ça, ou alors de la théorie qui n'était pas forcément là de la façon à laquelle je pensais. Je vais présenter plus en amont le bouquin, évidemment que je vous invite à le lire, moi ça m'a vachement plu. Je vois pas le prix dessus. Mais bon, vous le trouverez facilement. C'est un gros bouquin, donc je pense pas qu'il soit non plus complètement donné, mais hors d'atteinte, ça m'avait pas semblé être dans les maisons d'édition les plus onéreuses. Donc Vivre une vie féministe, Sarah Ahmed. Attention, parce que moi j'ai eu tendance à rajouter un H à Sarah. Ça peut exister comme orthographe, mais là c'est Sarah S-A-R-A. Il n'y a pas de raison de rajouter un H. On notera que c'est quand même assez joli comme couverture, comme maquette. Et moi j'ai beaucoup aimé par exemple, alors ça, peut-être que je l'ai aimé parce que c'est comme ça que je fais mes PowerPoint quand je passe en colloque, mais en fait cette reprise, ça aussi en fait pourquoi je le fais, parce que c'est très clair et on sait exactement où on en est. Et donc ensuite on a aussi des rappels à chaque fois de ce qu'il y avait avant et après, et en fait c'est super pratique avec ce jeu de griser. Et moi en fait je vais encore avoir, je crois que moi je prends 2 gris, quand je le fais ça doit dépendre des jours, voilà. Alors je le fais surtout quand je parle à un public qui n'est pas forcément francophone, quand je parle à l'étranger ou des choses comme ça.
et que je communique voilà, en français, pas forcément à des gens natifs, mais ou que j'ai le temps de le faire, ou à un public secondaire, enfin du secondaire, pas un public secondaire, mais par exemple des lycéens, des lycéennes, des choses comme ça. Donc c'est hyper efficace, et c'est très précieux en fait d'avoir cette table des matières. Bon là, il y a pas, c'est pas une vraie table des matières, c'est le plan parce qu'on n'a pas les numéros de page, mais bon, on s'y retrouve. On va noter, donc on a une introduction là, quand je vous dis il y a une introduction, un développement, une conclusion, on se rappelle, hein. Bon, c'est pas ça qu'il faut expliquer quand on annonce un plan, parce que ça paraît en fait de l'ordre du... Là, ça c'est une vraie évidence, quoi. Ça fait partie des règles du jeu attendu. Devenir féministe, le travail de la diversité et vivre les conséquences, avoir une conclusion, en fait conclusion en 2 parties, on va y revenir. Et donc il y a quelque chose qui est extrêmement fort par... et avec plein d'intertitres et encore des passages en gras à l'intérieur du texte, ce qui va permettre de vraiment faire des pauses. Très concrètement, ça permet de faire des pauses. Là, on met le marque-page, on va aux toilettes, on fait autre chose, on descend de la station de métro. C'est vraiment... Enfin, on descend du métro parce que notre station est arrivée exactement. C'est ultra pratique, en fait. Voilà. Ménager des pauses dans un récit, c'est extrêmement pratique. Et ça permet en plus voilà, de se repérer très vite, de se souvenir de là où on en est. Donc en fait, on est dans les éléments très matériels, et qui à mon avis ne sont pas juste des éléments éditoriaux, enfin dehors d'atteinte. Je pense que ça fait vraiment partie du travail du texte de Sarah Ahmed, mais avec un élément de maquette dehors d'atteinte, qui sont très importants. Et quelque chose qui va se mettre en place autour de la métaphore de la maison. Moi, c'est une métaphore que je connais bien par celle de l'édifice, parce que c'est une métaphore, par exemple, l'édifice biblique, très reprise par Renan, pour parler, alors l'édifice, tu t'appelles Pierre, et avec cette pierre, je bâtirai notre église, évidemment, traduction en mode vulgate, hein, là, c'est Jésus. C'est la fondation de l'église. Chez Renan, c'est la science qui va se bâtir comme un édifice avec d'autres métaphores, la brique des monographies, des choses de cet ordre-là. Je pense parce que Renan est dans quelque chose qui fait vivre et les linéaments de la foi, les structurations par la foi, donc il va les reprendre, s'en inspirer, mais il en fait aussi autre chose. Et c'est pas un jeu autour de cet héritage, mais il y a quelque chose qui par moment se montre, par moment ne se montre pas. Il va plus vouloir reprendre, en fait, finalement, la foi pure et les pratiques que le vocabulaire. J'ai beaucoup pensé à Renan en lisant Sarah Ahmed, pas du tout pour les questions de religion, etc., mais parce qu'en fait, toute cette question de la collégialité, finalement, alors ça c'est un mot que je n'ai pas vu dans le bouquin, mais c'est plus travailler sur les pratiques, pas mal de métaphores, et finalement de vivre ensemble au sein de l'université sont abordées pour un vivre ensemble plus large, plus communautaire, et en fait ce sont des questions qui vont être fondamentales. Cette question de vivre une vie féministe, elle est quand même réellement pensée à partir d'un point de vue qui est très particulier, qui est celui d'une professeure universitaire. Je ne sais pas à quel grade universitaire ni si c'est important. Et en tout cas, voilà, je regarde un peu Duke, Cambridge, et en tout cas qui a été en charge des questions d'égalité au sein de son université. Et ça, voilà, ça c'est quand même très présent. Comme un cas pratique, je pense que comme on dit, que ça peut fournir une vraie façon de penser et d'avoir des méthodes exportables, c'est-à-dire pensables en dehors de, par exemple, du monde universitaire anglo-saxon, voire britannique, voire du monde universitaire tout court. Mais voilà, elle part de la situation connue avec des exemples connus pour aller un peu au-delà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il ne faut pas s'arrêter à... c'est pas un roman de campus en fait, ou juste une méthodologie de campus. Je crois que ça va largement au-delà, mais en partant d'une situation très concrète et incarnée qui est donc la sienne. Alors hop, on y revient. Donc cette vie de féministe, c'est la sienne, mais à partir de la sienne, celle de beaucoup d'autres en fait. Et cette accessibilité des textes, ça m'a évidemment rappelé Bell Hooks, qui est très cité, ainsi qu'Audre Lorde. Je crois que ce sont vraiment les 2 figures les plus citées. Je ne crois pas avoir trop vu Patricia Hill Collins. Mais voilà, ce sont vraiment des figures tutélaires importantes qui évidemment permettent de penser de l'intersectionnalité
et pensée intersectionnelle, et pour montrer aussi voilà, ces problèmes très concrets, et qui sont aussi, pour l'une comme pour l'autre, des problèmes notamment de campus. Mais sans se leurrer sur la dimension privilégiée qu'il y a à travailler sur un campus. Et en fait, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose qui va être très situé et qui va ensuite s'élargir par, pas exactement par des formes de cercles concentriques, mais va quand même essayer d'y avoir une espèce de mouvement pour aller vers ces cas concrets jusqu'à quelque chose de plus théorique. Et moi, peut-être que j'aurais été plus en attente de quelque chose de plus théorique, mais moi je me pose des questions très théoriques en ce moment, auxquelles le livre a répondu, mais clairement pas directement. En tout cas, il a nourri ma réflexion pour ces champs-là. Et avec des définitions, mais qui sont très belles et très empouvoirantes, empuissantes. Le féminisme, je suis page 13, c'est la manière dont nous relevons les unes les autres. Moi j'ai même envie de dire dont nous relevons les unes des autres, mais on n'a pas tout à fait cette question de la stature. Tant d'histoires avec un S dans un seul mot, tant de choses par lui relevées aussi. Donc voilà, avec un boulot sur les connotations, parfois les étymologies. Et finalement, moi j'ai l'impression que Sarah Ahmed, c'est quelqu'un... Alors non, un petit commentaire sur le plan, donc cette introduction, elle va mettre en place cette figure un peu de la maison pour parler, qui est une métaphore, mais qui va aussi être finalement ce qu'on appelle un modèle de pensée, et un modèle de pensée qui va être partiellement étayé. Pas complètement justifié de A à Z, mais il y a un moment, je vais y revenir, où Sarah Ahmed va vraiment justifier le fait d'employer des métaphores, et ce qu'elle va faire des métaphores et des problèmes que cela peut poser. Et avec voilà, donc des rappels qui peuvent être une évidence, quand on est féministe et qui ne sont pas du tout quand on est en dehors. Page 22, quand vous devenez féministe, vous vous en apercevez très vite. Cette chose à laquelle vous voulez mettre fin, pour d'autres, elle n'existe pas. Et souvent on va dire que ça a déjà été résolu. C'est le mythe de l'égalité déjà là de Christine Delphi. Ce livre est la conséquence de cette découverte, donc ce hiatus, quoi. Une part énorme du travail féministe et antiraciste consiste à convaincre les autres que le sexisme et le racisme n'ont pas cessé, que le sexisme et le racisme sont à la racine des injustices du capitalisme tardif, que nous devons en tenir compte. Voilà. Et donc on va aussi avoir un travail de maison, et là évidemment qu'il y a des connotations très fortes donc là c'est là où on voit que le travail de la traduction est vraiment important. Ce travail de maison, c'est un travail sur soi, à domicile, c'est aussi un travail de domestique, et qui peut en plus jouer du renversement des connotations que l'on va rattacher ou non à la maison. Voilà, le féminisme est un travail à faire chez soi. Je pense d'abord aux devoirs qu'on donne à l'école, afin, je saute une page, je suis page 25, de penser différemment son origine et son point d'aboutissement. Quelle est cette chose qu'on appelle théorie féministe ? Moi là j'ai marqué plutôt à origine, moi je préfère penser en termes de point de départ, c'est pour des questions d'histoire des sciences. C'est très compliqué les origines et c'est souvent assez mythique. Dans la première partie de ce livre, je m'intéresse à l'idée qu'en devenant féministe, nous effectuons un travail intellectuel aussi bien qu'émotionnel. Et ça va être théorisé aussi bien que pratiqué tout au long du livre, avec une analyse même de ses émotions. Apprendre du fait d'être féministe, c'est apprendre le mot. Toutes choses qui peuvent avoir l'air assez vagues, qui, moi, m'ont quand même vraiment interpellée. Et là où j'aurais aimé plus de théorisation, c'est parce que j'aurais aimé pouvoir être précise dans la façon dont cela m'a interpellée, ce que cela a amené pour avoir une exportation peut-être un peu abstraite, mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est que cette interpellation, elle est extrêmement... elle est primordiale, en fait. C'est ça qui est vraiment important, et peut-être que la théorisation plus précise, technique, elle aurait empêché une accessibilité plus importante. Et en fait, là, voilà. Moi, ce sur quoi je me questionne, entre autres, avec cette question de théorie, apparaît ici. Je suis page 26, toujours dans l'introduction. Dans l'enceinte universitaire, le mot théorie jouit d'un grand capital. J'ai toujours été intriguée par la manière dont ce mot se répartit, par le fait que certains textes sont reçus comme de la théorie, mais pas d'autres. On est en plein dedans, c'est complètement méta. Mon intérêt s'explique en partie par mon parcours. Je suis passée de docteur
en théorie critique à chargé de cours en études sur les femmes. En étudiant la théorie, j'ai appris que ce mot s'emploie pour désigner un corpus assez étroit. Tel ouvrage devient théorique parce qu'il se réfère à tel autre réputé théorique. Une chaîne citationnelle est ainsi créée autour de la théorie, vous devenez théoricien N, donc théoricien ou théoricienne avec un point médian, en citant des théoriciens théoriciennes qui en citent d'autres. Certains de ces ouvrages m'intéressaient, mais je finissais toujours par vouloir remettre en question la sélection d'œuvres et la lecture qui en était faite. Je me souviens d'un théoricien qui était censé présenter deux côtés, une histoire de désir et une histoire de phallus. On lui disait en gros de mettre la deuxième histoire entre parenthèses pour aborder la première et nous laisser captiver par elle. J'ai commencé à me demander si la théorie consistait à aborder un corpus d'œuvres en mettant entre parenthèses des questions comme le phallocentrisme ou le sexisme. Et la réponse est oui, bien sûr que oui. Etc. Un peu plus loin, il ne s'agissait pas des femmes ici, servait à court-circuiter toute question sur le recours à la figure de la femme au sein d'une traduction intellectuelle masculine. Quand mon travail est revenu, la personne qui l'avait évalué avait écrit en gros dessus, ce n'est pas de la théorie, c'est de la politique. J'aime bien ce mail. Voilà. Et donc, ici, finalement, la question, c'est en fait à quel moment la théorie et la politique vont se croiser. Pour moi, c'est une question qui est absolument fondamentale, et en ce moment, je me demande comment réellement faire une critique littéraire féministe. C'est-à-dire qu'il ne soit pas uniquement sur la sélection d'œuvres féministes, et finalement, comment faire comprendre aux collègues à quel point il est important d'appeler un chat, un viol, et une violence, une violence. Et qu'en même temps, cela ne signifie pas que les interprétations se réduisent à cette question, mais au contraire, qu'on va enrichir la critique littéraire en les abordant. Et donc finalement, voilà, moi en fait j'ai une définition de la théorie qui est plus large que celle de la seule citation d'autres œuvres théoriques, parce que je pense que ça va passer aussi par l'emploi notamment d'un vocabulaire technique et abstrait, et que c'est aussi ce vocabulaire technique et ou abstrait qui va permettre les transferts d'un exemple à un autre. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais voilà, là on arrive sur des questions vraiment difficiles. Et donc il faudra qu'on reprenne un peu. Mais en fait, là, moi, ce que je veux faire, c'est discuter de l'emploi de théorie pour dire ça, c'est vraiment une version de la théorie que je prends rarement complètement en compte, vers laquelle je vais actuellement dans mes recherches. Pas juste dans mes vidéos YouTube, vraiment au cœur de mes recherches. Et cette question, qu'est-ce que la théorie? Comment s'invente la théorie? Comment on va créer? Comment on va penser? Et voilà, en fait, dans là, le déplacement que j'opère sur la théorie de Sarah Ahmed, je reprends. Et je pars. Je pense que je vais partir de Sarah Ahmed pour avoir aussi ce moment qui va permettre d'aller vers quelque chose qui ne sera pas nécessairement théorique et ou technique, enfin technique, abstrait, mais qui va permettre aussi d'englober ça. Voilà. Moi, c'est ça. C'est ce moment de passage du singulier au collectif, voilà, qui me semble être important dans la théorie, et où en même temps, on a pu faire de la politique avant ça. En gros. Et donc, voilà, l'idée va être ainsi de bâtir ce qu'elle appelle des mondes féministes, avec quelque chose qui est extrêmement fort, en acceptant, voilà, devenir féministe, c'est rester étudiante, c'est-à-dire, voici pourquoi, donc je suis page 32, la figure de la rabat-joie féministe et celle du sujet obstiné sont studieuses. Et moi, je me retrouve 100% là-dedans, mais parce que alors moi, j'y colle tous les scientifiques, et ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut être scientifique et antiféministe. Parce que là, pour moi, je n'y vois que le résultat d'un préjugé qui se coupe volontairement de tout un corpus monumental de vision du monde qui rénove profondément la science, et j'y vois en fait ici de l'anti-intellectualisme et une bêtise abyssale. Notamment, voilà, se bloquer par exemple sur une question d'écriture inclusive et ne pas y voir un détail, et mon Dieu, que ce détail fait couler d'encre chez des gens qui le refusent, pour moi c'est vraiment quelque chose qui est atterrant, de bêtise, parce que cela signifie quand même quelque chose d'un refus antiféministe par métonymie, c'est-à-dire par le plus petit bout de la lorgnette. Et comment ne pas mépriser, en fait, quelqu'un qui s'arrêterait à un point? Pour moi, c'est atterrant. C'est une chose que je ne comprends
comprends pas autrement que par un préjugé bête. Et là, vraiment, j'ai beau faire des efforts, j'ai beau lire tout ce que je peux. Enfin, bon, il y a un moment, j'arrête aussi, parce qu'en plus, c'est très répétitif comme littérature. C'est juste de l'antiféminisme. Et derrière cet antiféminisme, il y a toujours un anti-intellectualisme, ou derrière l'anti-intellectualisme, il y a aussi voilà, quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de profondément conservateur et réactionnaire, qui refuse de bouger par principe, et qui refuse en plus de réfléchir au fait que le monde est fait pour au moins deux moitiés. Et qu'il manque, je rappelle à Alice Emitter, toute une moitié du monde dans la façon que nous avons d'écrire et de réfléchir. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends qu'on n'aime pas le point médian. Je ne comprends pas qu'on en fasse des caisses, en fait. Pour le dire très simplement. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Voilà. Moi, je l'utilise, mais je l'utilise parce que c'est pratique, il n'y a pas d'autre raison, en fait. Voilà. Alors, elle aborde ce qu'elle appelle un concept moite. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément aussi. On a encore l'introduction, c'est une grande introduction, où elle explique, en fait, comment elle réfléchit. Et en fait, ça a l'air d'être très simple parce qu'elle décrit des situations de réflexion, des situations quotidiennes de réflexion. Il s'agit de vivre une vie féministe. Et moi, je suis désolée, je ne réfléchis pas en dehors de mon corps. D'abord parce que je réfléchis peu en dormant je dors. Au mieux, je rêve, et c'est rare que je m'en souvienne. Et alors, franchement, intellectuellement, je vole pas haut quand je rêve. Ça m'arrive de voler, mais c'est pas intellectuel. Et voilà, enfin, et puis en fait, même quand je rêve, je suis dans mon corps. Et voilà, donc elle raconte ces moments de réflexion. Et ça fait en fait beaucoup de bien, même si moi, il y a des moments où je me dis, mince, voilà, et j'ai envie de discuter avec ce texte et il me force à repenser en incarnant davantage le savoir et ça fait un bien fou. Si le concept est de ce monde, écrit-elle page 37, il est également une réorientation par rapport au monde, une façon de retourner les choses, de les incliner pour les voir autrement. C'est aussi ça qu'on appelle les lunettes du genre, une métaphore que l'on trouve chez Virginia Woolf déjà, mais qui est encore tout autre chose. Plus précisément, un concept moite en est un qui émerge de la description d'un corps qui n'est pas chez lui dans le monde. Et donc là, en fait, on va vraiment avoir l'éloge de choses qui paraissent pas très sexy, surtout dans un monde qui va prôner la virtuosité, l'éloge de la pugnacité, c'est associé à un mot qu'a employé Elodie Pinel jeudi, de l'obstination, beaucoup plus dans le vocabulaire de Sarah Ahmed. Mais j'ai bien aimé pugnacité. On fait des fiches, on bosse, on est à la maison, on travaille les textes, et avec l'obstination et la pugnacité, on a vraiment en fait quelque chose qui peut être vraiment très terre à terre, très concret, c'est faire des fiches de lecture. C'est très bien de faire des fiches de lecture, c'est comme ça qu'on dialogue avec la pensée d'autres personnes, avec voilà, ces choses qu'on va appeler être scolaire. Mais c'est très bien d'être scolaire, en fait. Et moi, je crois réellement qu'en étant... C'est très bien aussi de ne pas être scolaire, mais moi, il y a un moment où je crois à l'effort. Et je crois à l'effort parce qu'il va permettre d'intégrer effectivement ce qui peut se passer ailleurs. Il va aussi permettre d'aller vers des points de vue. Ça ne va pas de soi. Ça peut être douloureux, ça fait du mal. Et je me suis aussi pris des claques, notamment en tant que blanche en lisant ce livre. Et ça fait pas de mal. Alors des claques, évidemment, il n'y a personne qui m'a frappé, que ça c'est hors de question en fait. Mais il y a voilà, des moments... Voilà, c'est pas toujours agréable. Et elle raconte elle-même des moments où elle a été prise à partie et c'est pas agréable. Mais c'est pas grave. Voilà. Et l'obstination, elle passe par cette dimension. Alors le côté scolaire, ça c'est moi qui vous le rajoute en tant que franco-française, j'ai envie de dire, même si je travaille pour la Belgique. Mais il y a vraiment des choses vraiment importantes à dire à ce niveau-là, ici, dans ces choses-là. Et avec aussi donc voilà des moments sur bon mais c'est quoi le féminisme, c'est une contrainte, c'est un mode de vie, et puis elle va en fait au fur et à mesure du livre poser des figures et faire intervenir des figures qui parfois sont personnelles, qui parfois sont elles, mais qui sont aussi en fait finalement comme autant de rôles modèles qui globalement sont des rôles modèles façonnés par le sexisme, le racisme aussi, hein. Et ce sont souvent les mêmes d'ailleurs, ou en tout cas ce sont des figures qui vont fonctionner pour les deux, et notamment quand on va partir l'intersectionnalité, et elle pense finalement pas mal par ces figures qui sont retravaillées, justifiées, pour pouvoir être réappropriées et circuler, et dans lesquelles en fait on peut réussir à se fondre. Et donc ainsi on a finalement quelque chose qui est de l'ordre de la pensée de la maison, du bâtiment, avec des murs qu'il va s'agir de déplacer ou non. Et là, il y avait eu ce chapitre sur les murs, il me semble qu'il avait été publié notamment sur Fabula, je vais essayer de retrouver ça. Mais il va permettre d'aller vers cette chose qui est
devenir féministe. Alors là, je vous renvoie ici au livre de Manon Garcia. Peut-être qu'un jour, on fera une vidéo avec Manon, on verra ça. Elle n'est pas souvent à Paris et souvent très prise, Manon. Mais qui cherche à essayer de repenser le féminisme, alors là, comme une compréhension, comme une expérience du monde. Et à partir donc du fait que ça fasse sensation, évidemment avec tous les sens de sensation, ça fait du bruit, ça dérange, et on va donc essayer de silencier, mais aussi ça fait sensation parce qu'on va ressentir. Et donc la question ça va être, c'est quoi un déclic féministe? Et ça, moi évidemment, c'est une question qui est très importante. Donc on va avoir quelque chose sur la sensation des injustices, hein. Je vais évidemment vite parce que voilà. Partager un souvenir, c'est mettre un corps en mots. Ça c'est quelque chose que j'attrape page 58, moi j'ai mis des vagues, je pense que ça c'est un truc que j'aimerais retravailler. Le fait, hop, c'est une note A, page 59, que la violence peut vous rendre étrangère à vous-même, extrêmement important pour parler de ce qu'on appelle dissociation en psycho, qui à mon avis est bien plus large que la dissociation, mais la dissociation peut permettre de penser par exemple fantastique. Et là, ça devient formidable. Je vous renvoie notamment à mon livre et à la vidéo vraiment super de Margarito, mais pourquoi je voulais l'appeler Margarita, comme si on allait boire des verres, mais où on va boire des verres. Avec aussi beaucoup de Judith Butler dans ce livre. Et voilà, encore cette idée donc, d'une conscience féministe, donc comment se construit cette conscience féministe. Et donc on a vraiment des concepts comme ça, qui vont être nourris, qui sont très concrets, mais qui vont en fait permettre d'être ce qu'elle va appeler ici un bricolage, un kit, qui va devenir une trousse de survie à un moment de la conclusion, une maison que l'on va construire ensemble, qui va aussi nécessiter de repousser les murs. C'est plus facile de pousser des murs que des montagnes, même si c'est difficile. Page 66, le féminisme est un bricolage, une sorte de kit pour s'assembler soi-même. Ça me parle énormément. Je veux dire, je l'ai raconté, mais je suis devenue féministe d'abord toute seule en me disant, il se passe quelque chose que j'ai pas compris. Il faut que j'arrive à le comprendre, et ça peut pas être que moi, cette histoire-là. C'est ce qu'a fait MeToo. Hein. Le travail féministe est affaire de synchronisme. Nous sommes parfois trop fragiles pour faire ce travail. Et parfois, on ne sera jamais assez solide pour l'encaisser. Nous ne pouvons pas courir le risque d'être fracassés parce que nous ne sommes pas prêtes à ramasser les morceaux encore une fois. Et là, tout un travail sur la fragilité. La fragilité, c'est ce qui peut être en fragments et donc sur aussi des solidités paradoxales de la fragilité. Mais pas non plus de la fragilité, il y aurait tout un empowerment dont je me méfie parce qu'attention, ceux qui vous attaquent ou je sais plus quoi vous rend plus fort là de Nietzsche. Ça y est, j'ai un trou, mais c'est pas très grave. Moi, j'y crois pas à ça. Hein. Voilà. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, il y a un moment ça te laisse aussi seulement à manger. Hein. Faut pas rêver. Et avec, je me demandais comment savoir si le verre que je perçois et le verre que les autres perçoivent, c'est le genre de questions que je voulais poser. Moi, c'était complètement des questions aussi que je me posais enfant. Moi, c'était goût du citron qui m'arrêtait, mais il y a eu aussi les couleurs. Et voilà, avec cette question qui est essentielle des problèmes à nommer, on est page 75, dans ce devenir féministe qui est assez large sur cette question-là, sur comment ça se passe. Alors, on peut avoir par moments une impression de fourre-tout, parce qu'on n'est pas exactement dans un manuel, on n'est pas exactement, évidemment, dans un roman, une autobiographie, on n'est pas dans un livre exactement théorique. Je dirais moi qu'on est vraiment dans un parcours. Alors évidemment, quand je parle de parcours, je m'y retrouve, parce que c'est la structuration que j'avais donnée à mon essai, mais je crois que en fait, c'est pas tant que ça un hasard. Le parcours, c'est exactement ce que fait Virginia Woolf dans Une chambre à soi. Ça permet de prendre par la main et hop, de guider, tel le Cicérone, le lecteur, la lectrice, dans plein de choses très différentes. Et moi, je crois aussi que là, la structuration en pas mal de pages, ça permet évidemment après de recirculer dans le parcours, très important, mais aussi donc de lire, en intégrant ça au quotidien, qui ne permet pas toujours de lire des pavés, et en même temps de rappeler, de donner des balises, et c'est extrêmement important. Donc en fait, et c'est beaucoup plus construit que ça en a l'air. Donc on a une impression de écrit au fil de la plume, quand ça ne l'est pas du tout, ce qui va donner une grande impression naturelle et d'accessibilité, qui ne veut pas dire que c'est simple. Ce qui est fort, c'est d'avoir rendu les choses simples, c'est de travailler les évidences. Et ça, c'est vraiment un piège dans lequel j'ai pu tomber avant de réfléchir. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important, parce qu'on est dans un des plus grands préjugés français, qu'il faut que ce soit compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'elle va partir de choses qui sont très concrètes,
Conclusion, l'aliénation est une sensation. Je suis complètement raccord. Alors, c'est évidemment pas sur ces choses-là précises que j'aurais travaillé, mais je suis complètement d'accord avec ça. Et avec cette chose qui va être, le féminisme, c'est un regard qui change le monde, ce sont des sensations. J'aime bien quand même travailler sur la sensation. Elle reprend aussi le travail de Marlene Frey, qui n'est pas traduite en français, mais je pense que là je vais la lire en anglais, autour du terme d'oppression. Ouais, ça c'est un nom que je connais mais que j'ai pas bossé. Voilà, c'est une lacune. Mais c'est pas une lacune, oh ça me fait honte. Bien sûr, mon premier moment c'est toujours, oh là là, j'ai pas lu ça, ça me fait honte, il faudrait que je l'ai fait. Mais il faut le renverser, c'est oh là là, encore un champ à explorer. Mais quelle chance on a, quel bonheur. Vous voyez, et tout de suite c'est autre chose. Et les gens qui vont vous faire honte pour ça, ou parce que vous prononcez mal un nom, alors que ça veut dire que ce nom vous le connaissez à l'écrit et pas à l'oral, mais ça veut dire que vous n'êtes pas dans une sociabilité où le nom va circuler, et qui peut être... en fait, c'est du mépris de classe, en vrai, de juger les noms qui auront écrit, qui auront juste vu le nom et qui ne l'auront pas entendu, alors qu'il y a de véritables pièges. Et en fait, c'est là en fait où on voit le mérite ou pas. C'est ce genre de choses, renverser la vapeur. Et moi, j'ai eu besoin d'entendre ce genre de choses ailleurs pour le faire, mais ça fait du bien. Et on a, pas mal de passages sur des choses très quotidiennes, les jouets, qu'elle va toujours relier avec des choses à moi qui m'ont vraiment rappelé Marc Jaja sur le besoin de la direction. Moi, j'ai beaucoup pensé au travail de Marc, qu'on peut lire sur Twitter, sur la direction aussi comme direction spirituelle, les exercices spirituels. C'est une dimension, la spiritualité, qui apparaît pas dans le travail de Sarah Ahmed, mais que l'on va retrouver, alors moi, par quelque chose qui par moment m'a fait penser au développement personnel, mais qui est très loin du développement personnel capitaliste. Donc, hop, ça permet de venir, et ça essaie de prendre en compte l'individu, dans un système qui va justement effacer l'individu, et notamment ce concept d'individu victime d'impression, femme, noire, etc. Sarah Ahmed, elle est pakistanaise par son père, mais justement, et ça, on peut se dire, oh là là, elle est lesbienne, mais on peut dire, oh là là, et donc, énorme sexisme par le père, c'est plus compliqué, parce qu'aussi le féminisme, il vient des tantes pakistanaises. Donc, hop, là, le préjugé blanc raciste, il est complètement retourné quand on regarde dans les détails. Et ça, c'est extrêmement important. Le féminisme, il n'est pas forcément occidental, il n'est pas forcément là où on l'attend. Et il se nourrit de... la diversité et une richesse, c'est un cliché, mais en vrai, c'est vrai. Et en fait, pensez-le en termes de regard. Ça va permettre de se décentrer. Et c'est du décentrement qu'on va amener aussi quelque chose qui va être plus... peut-être pas plus frappant, pas forcément meilleur, mais qui va renouveler aussi. Et quand on dit décentrement, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'une pensée occidentale serait le premier centre. Et ça, c'est faux, en fait. Ou, plus exactement, ça n'est vrai que pour certains et ou certaines, mais pas pour tout le monde. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est que le centre ou l'origine ou le point de départ, évidemment que c'est pas la même chose pour tout le monde, mais c'est ça qu'il faut réussir à saisir pour penser du collectif. Et là, on voit pourquoi dire « Ah là là, l'origine, le machin ». Non, il y a des points de départ. Il n'y a pas une origine. Et ça, c'est pas Sarah, mais ça, c'est la mère Fayeul, quoi. C'est moi, la mère Fayeul. Voilà. Et donc, avec plein de choses qui vont aussi, en fait, s'affiner progressivement autour des caractéristiques que va revendiquer Sarah Ahmed, et notamment le fait d'être queer, lesbienne, et qui vont vraiment revenir de façon très frontale, alors très frontale, pas agressive, mais au premier plan, au fur et à mesure du livre. Et avec, cette construction, à partir d'elle, à partir de moments de ces figures, de ces espèces de rôle modèles dont la rabat-joie est une des figures centrales. Et avec jusqu'à la place de la tristesse. Alors je n'ai pas encore lu le livre d'Enzo Traverso sur la mélancolie de gauche. Je vais quand même retenir cette phrase, page 134, la tristesse d'un livre féministe, c'est de la pédagogie. Mrs. Dalloway touche un air, le féminisme, c'est vivre à proximité d'un air. Et ça, je le pense aussi très fort. Et je crois qu'il y a bien des sentiments qui doivent aussi
partir de ces tristesses, enfin que ces sentiments vont être porteurs éventuellement d'autres choses. Je note page 136, le bol vide semble vous accuser, les archives féministes regorgent de scènes de la vie domestique où les objets de tous les jours deviennent étranges, presque menaçants. On retrouve le fantastique déjà mentionné, on va aussi retrouver quelque chose de l'ordre de l'archive qui n'est pas là où on l'attend et qui n'est pas toujours glorieuse, et c'est important parce que ça va permettre d'aller vers l'obstination et la subjectivité féministe. On est dans le 2-3. Alors, cette figure de la féministe obstinée et de la féministe rabat-joie, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. On va en avoir d'autres dans le bouquin. Je ne vais pas les énumérer, je vous laisse quand même un peu de surprise. Elles sont très importantes parce qu'elles vont permettre de s'approprier. C'est pas juste la version du stigmate. Ça, c'est important, mais l'inversion du stigmate, ça va être revendiqué d'être traité de salope, queer est une inversion du stigmate, des choses comme ça. Ça en fait partie, mais en fait, ce sont directement des récits. Et ce que le pari de Sarah Ahmed, c'est que la transmission de ces récits passe par ces figures, ou plutôt les figures sont aussi porteuses de récits qui sont également des modes d'emploi. Et que donc, et que de toute façon, votre identité, parfois, suffit à faire de vous une rabat-joie. Et là, quand je disais qu'il y a des moments qui sont désagréables, éventuellement dans le texte, et c'est bien, il faut le prendre en tant que tel. C'est par exemple, elle parle de moments où une table de féministes blanches sera joyeuse, avec une féministe noire, elle sera peut-être plus empruntée, cette assemblée, cette table, ces convives. Et je crois que ça, qu'évidemment ça arrive, et que c'est aussi extrêmement... je ne sais pas non plus que c'est systématique, je ne sais pas non plus ce qu'elle dit, c'est pas... Le but, c'est pas d'accuser, mais ça va être d'accuser suffisamment pour pas atteindre ou refuser une identité en soi, mais pour permettre cette prise en compte, bah là, par exemple, d'un racisme qui va rester, et qui permet aussi, non pas... C'est pas adressé là aux féministes blanches, ça va être adressé à la rabat-joie malgré elle. Et une féministe blanche peut s'y retrouver tout en apprenant quelque chose de son racisme inconscient. Et c'est ça qui va être important. Et là, quand je dis féministe blanche, je ne vais pas dire forcément parler du féminisme blanc, qui pour le coup est une idéologie en soi et qui peut aller de l'ignorance volontaire jusqu'au suprémacisme, mais je vais parler du fait d'être féministe et blanche, et d'avoir des points aveugles tout en étant éventuellement de bonne volonté. Mais c'est-à-dire, si on est de bonne volonté, ça nous ramène à être féministe, être une étudiante, c'est-à-dire être scolaire, c'est-à-dire qu'il faut bosser. Humblement. C'est exactement ça qu'explique Sarah Ahmed. Et donc là, la deuxième partie sur le travail de la biodiversité va être extrêmement importante, notamment pour cette métaphore de la maison et des murs. C'est là où elle parle de métaphore d'ailleurs. Parce qu'elle va être, là, elle est vraiment sur la sphère professionnelle et cette question donc de la transformation, notamment du système et même du lieu de vie, voilà, très précisément, et notamment de ce qu'elle appelle la travailleuse de la diversité, eh bien, qui est embauchée pour amener de la diversité, mais qui, ce faisant, en fait, est là pour montrer qu'on fait l'effort, sans forcément faire l'effort, voire pour empêcher que les choses changent vraiment autrement qu'en ayant une cellule égalité ou une cellule diversité. Et donc là, avec des réflexions qui sont très fines, très dures. Alors très dur, pas parce que je me sens mise en cause, très dur parce que c'est désespérant et qui en même temps vont permettre d'identifier des problèmes très concrets. Et ça, je pense que c'est extrêmement important pour accepter eh bien, le repas de famille gâché. Il y a vraiment un retour à la table de famille, le bureau à l'université, qui sont donc des emblèmes, mais qui sont aussi le lieu d'histoire très concrète et qui, ici, servent à s'exporter et à dire que ces histoires, elles sont échangées entre personnes ayant bien les mêmes caractéristiques et fonctions. Et donc ce que cela va amener, et ça va jusqu'à la démission en fait. Et ça c'est aussi, c'est très dur en fait ce constat d'échec, mais c'est extrêmement important. Et avec des choses qui sont qui peuvent paraître des détails, mais qui sont faire un rapport, qu'est-ce que ça veut dire, le statut du PV, du procès verbal. Procès verbal, on ne parle pas de la police, là on parle du procès verbal de réunion, comment ça se passe, la décision qui est prise et pas suivie, etc. etc. Alors je sais plus où est la réflexion qui m'a beaucoup plu sur les métaphores et les murs. Ah, 275, mais je ne suis pas encore. Je pense que je vais aller directement parce qu'on est parti sur une vidéo un peu longue. De dures histoires, ça m'a beaucoup plu. J'ai mis une croix et je l'ai noté en avant.
Je commencerai par étudier de près la description du travail de la diversité comme un boulot à se taper la tête contre des murs de briques. Que viennent faire les murs de briques dans cette expression? Quand nous l'employons, nous ne disons pas qu'il y a effectivement un mur face à nous. Il n'y a pas aucun spectacle, et là il y a un problème de traduction. Il n'y a aucun spectacle, rien d'imposant. Rien que nous puissions pointer du doigt en disant « voilà, c'est ça ». Nous pouvons commencer par ce qu'implique ce que nous n'abordons pas. Le mur de briques est une métaphore. L'expression suggère que travailler à la diversité, c'est comme se frapper la tête contre un mur de briques. La métaphore semble indiquer un ressenti particulier. Voici l'impression que produit le travail de la diversité. C'est à se taper la tête contre les murs, on l'a entendu, et la tête contre les murs, c'est même un film de Franchus sur la psychiatrie et l'enfermement psychiatrique. Mais nous pouvons encore demander que signifie cette métaphore quand j'ai écrit « on being included ». L'éditeur m'a suggéré de retirer le mot « tangible » de ma démonstration sur les murs parce que les murs auxquels je fais référence sont des murs métaphoriques et non des murs au sens littéral du terme, des murs réels. Le mur employé comme métaphore n'est pas réel au sens de tangible, de ce qu'on perçoit par le toucher. Mais la métaphore, telle chose est semblable à telle autre, du mur me paraît importante pour véhiculer la manière dont ces processus institutionnels deviennent des choses qui peuvent être touchées. Un mur, c'est ce à quoi vous vous heurtez. Il s'agit d'un contact physique, d'une rencontre viscérale. En écrivant cela, peut-être que je ne parle pas d'abord de mur au sens propre. Un mur, c'est un effet, l'effet de se heurter à quelque chose. La ressemblance est dans l'effet. Là, on parle. Et là, hop, c'est ce que je vous disais, c'est pas exactement des intertitres, mais c'est quand même des choses qui vont venir scander dans le texte. Donc elle va revenir sur un exemple, par ça elle le fait souvent, et puis elle va toujours citer, mais elle va suffisamment contextualiser pour qu'on puisse lire de façon séparée. Moi, après, j'ai lu de A à Z, enfin, du début à la fin. Alors ça m'a beaucoup plu d'avoir une ressemblance par l'effet, et non pas par les matières elles-mêmes, ou les connotations, ou le concret abstrait. C'est une façon très différente de penser la métaphore, qu'il faut que je creuse. C'est-à-dire que normalement, on va différencier, par exemple, métaphore et modèle de pensée, par le fait que le modèle de pensée a un étayage théorique. Et là, en fait, elle va justifier le fait d'employer des métaphores, qui deviennent en fait des modèles de pensée, par une analogie des faits. Et ça, c'est assez fort. Est-ce que cette analogie, elle est concrète ou pas? C'est assez complexe à voir. Et donc, en fait, ça, elle va réellement donc, justifier cet usage de métaphore qu'elle va reprendre et filer, développer. Le mur de briques, page suivante, 277, n'évoque pas seulement une chose arrêtée, mais la manière dont la chose est arrêtée. Un mur est un système de défense. Si un blocage est débloqué ici, il peut réapparaître ailleurs. Et là, ça nous parle vraiment, évidemment, du patriarcat, ici dans le système universitaire, mais je pense que ça peut aller avec des choses très différentes. Et on va avoir ensuite vivre les conséquences. Et là, en fait, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas quelque chose de l'ordre du traité qui analyserait un concept, mais bien un parcours, puisqu'on a finalement un point de départ, plutôt qu'une origine, le devenir, le concret et les conséquences. Dos stress. Début, milieu et arrivée. Aristote. Et donc là, la question, elle va aller vers des choses qui ont l'air d'être des tautologies, le féminisme ou ce dont nous avons besoin pour prendre en main les conséquences du fait d'être féministe. Et donc là, c'est vraiment très matériel, c'est à la fois qu'est-ce que ça fait et comment il faut réussir à vivre avec et comment vivre avec. Et donc là, il va y avoir quelque chose sur la fragilité, notamment des liens et la possibilité de rupture familiale. Je vais aller assez vite. Et ça peut être un passage assez dur, mais aussi voilà, avec l'importance de ces fragilités et la façon dont, par exemple, être queer, etc., peut reconfigurer ces liens. Et avec aussi les corps fragiles. Et là, vraiment une prise en compte du handicap, alors par l'expérience du bassin fracturé, et donc d'un handicap provisoire, et donc de la nouvelle conscience que cela donne, tout en citant, et ça c'est très important, des théories handi-réelles. Un passage très important sur le déclic féministe, le moment où on va vraiment comprendre, et un déclic qui arrive par d'autres figures, d'autres rôles modèles. La lassitude. On est là, là, là. Ça, c'est le fameux là, là, là de Tintin, d'Astérix. Et avec cette
chose qui va amener à ce qu'on appelle des points de rupture, mais qui peuvent être aussi des points de rupture collectifs. On est très loin de Manara. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Le féminisme lesbien, comme un autre point de rupture, autour notamment du danger que ça va amener. Un peu d'Adrienne Rich, il faut vraiment que je vous lise le continuum lesbien. Et avec la façon dont finalement il y a des... Voilà, comment le lesbianisme est une sociabilité bien plus qu'une identité ou une sexualité. Et donc comment le féminisme lesbien est un féminisme spécifique. Voilà. Ça fonctionnait bien et j'ai bien aimé que ce soit comme une forme d'horizon ou comme une autre forme de radicalité, sans pour autant dire que c'est une obligation évidemment sexuelle ou ce genre de choses, et pour aller bien sûr vers l'intersectionnalité. Une conclusion très longue, je vous ai dit qu'on allait y venir, avec donc une trousse de survie à l'usage des rabat-joie, et qui permet d'une reprise synthétique et un manifeste rabat-joie final, ce qui a quand même quelque chose d'assez contradictoire finalement dans cette forme de manifeste, mais qui est aussi d'être prête à, disposée à, il y a toute une liste de principes, et qui finalement suscite pas mal de choix dans l'idée de on va casser l'ambiance en soirée puisque nous allons demander l'égalité, même aux toilettes. Ça, c'est vraiment le projet des terreurs féministes. Évidemment que je vais bientôt lire Hilaria et relire la terreur féministe d'Irénée, qu'on embrasse toujours, pour évidemment aussi accélérer la vidéo, mais il y a encore d'autres projets qui sont en préparation. En tout cas, Vivre une vie féministe m'a donné envie de lire d'autres livres de Sarah Ahmed, peut-être pas immédiatement parce qu'il était quand même un peu long, mais c'était vraiment chouette. Dans les trouvailles et sorties récentes, en plus de livres d'Élodie, on notera le journal de Madeleine Pelletier, édité par Christine Barr, et cette étude sur Kollontai, je ne l'ai pas encore feuilleté, Défaire la famille, refaire l'amour, qui était conseillée notamment par Mara Montanaro. Ça devrait arriver bientôt, on en a encore plein d'autres. De toute façon, à un moment, je pense que, juste par manque de temps, je vous ferai une grosse vidéo pile à lire. C'est un peu massif. En attendant, je vous dis à bientôt. Et allez-y.